Bienvenue à tous les quatre. Bienvenue à Poitiers. C'est la première fois à Poitiers? Non. Non. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? Vous étiez là, notamment pour le match d'avant. Pour le showmatch. Vous étiez là pour partie. Olivier, toi, tu es là depuis de très tôt ce matin. Voilà, est-ce qu'il y a quelques points que vous souhaitiez partager sur ce que vous avez vu ce matin? Sur l'énergie que mettent les seniors à jouer aux jeux vidéo, effectivement, c'est surprenant. C'est pas forcément le public auquel on pense en tant que créateur de jeux vidéo. Enfin, on en parlera un peu après, mais voilà, je trouve ça fascinant, vraiment. Après, la même chose, en fait, je voulais dire aussi, c'est vrai que cette énergie, cette envie de jouer, de découvrir, et pas uniquement pour entre guillemets, faire comme les jeunes ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, on sent une vraie envie de plonger dans ces jeux. Vous jouez mieux que moi, hein, très clairement, sur le Sport Switch. Mais voilà. Et puis surtout, ouais, on a appris beaucoup de choses ce matin sur ce que ça impliquait, les avantages que ça pouvait avoir, les inconvénients aussi. Enfin voilà, tous les enjeux autour du jeu vidéo chez les seniors. Et voilà, jusqu'ici, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Toi, tu viens d'arriver, Elliot, donc ça va pas être facile. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc ce matin, on a pas mal parlé d'Exergaming, on a pas mal parlé d'e-sport. On a vu en chiffres, donc notre sujet, c'est la place des seniors dans le paysage du jeu vidéo aujourd'hui et demain. On a parlé de la place des seniors dans le paysage du jeu vidéo aujourd'hui. On sait qu'il y a donc à peu près un senior sur deux qui joue aux jeux vidéo aujourd'hui, plutôt sur tablette, plutôt sur smartphone, un peu sur ordinateur aussi. Et on a une grande diversité de jeux. Alors on a la majorité des pratiques, ça a été dit par Gabriel notamment, c'est des puzzle games, c'est des jeux casus, comme on dit. Mais il y a toute une diversité aussi dans la pratique des seniors, et de plus en plus avec les nouvelles générations de seniors qui arrivent. Et du côté de Silver Geek, on a envie aussi de plus en plus de rendre visible cette diversité dans la pratique vidéoludique et de sortir du tout compétition, même si on a vu ce matin que ça avait tout un tas de vertus, tout un tas de bénéfices, aussi bien sur les seniors participants que sur les jeunes. Donc pour illustrer cette volonté de rendre compte de cette diversité, on va introduire cette table ronde par une petite vidéo sur les contenus que propose Silver Geek, justement pour sensibiliser sur cette diversité. Petit problème technique. On va vers la gauche et on lève. C'est pas vrai. Parce Non, elle conduit bien, elle conduit bien. Ça y est, je suis dans l'arbre. Alors, Et là, faut que traîne la corde. Là, c'était là. Exactement. Je saute, on verra bien. Ouah. Qu'est-ce qui marche dans ce pays? Tiens, une petite supérette. C'est ouvert 24 heures sur 24, ce genre de truc. c'est joli. Et on a continué de jouer avec nos amis. Donc on a aussi des amis qui sont dans nos tranches d'âge et qui jouent. Souvent pour Et les on femmes. Et à l'époque contemporaine, on a créé les maisons de retraite. Solitaire, j'inclus World of Warcraft, j'inclus Farmville. En fait, on ne sait pas grand-chose. Il y a tout un pan, à mon avis, qui va y aller sur la santé, mais à mon sens, il ne faut surtout pas que ça soit axé santé. Il faut que ça reste du jeu vidéo et du ludique, et qu'en fait, on retrouve l'accès santé, j'allais dire, en bénéfice secondaire. Petit bug de son à la fin.
Alors, on a vu un peu un extrait de tout ce qu'on proposait. Donc, on a envie de présenter de plus en plus de contenu sur les réseaux sociaux pour de rendre du coup le gaming senior visible. On le fait aussi dans les ateliers. On expérimente un certain nombre de jeux. On a lancé cette année un projet qui s'appelle le Silver Play Lab avec Ressentez-vous. Donc on a Elliot avec nous. Elliot, tu es donc chef de projet sur Ressentez-vous. C'est toi qui portes notamment ce projet sur le terrain de tests de nouveaux jeux. Tu as été aussi coach du Petit Désir. On avait une équipe de la Garenne tout à l'heure qui a perdu à la Gamers Assembly un peu à cause de toi. Félicitations. Et donc, on va commencer par toi, Elliot. Qu'est-ce que tu perçois quand tu expérimentes du coup ces jeux dans les ateliers, ces nouveaux jeux? Est-ce que déjà tu peux nous dire les jeux qui ont été expérimentés depuis un peu plus de 6 mois maintenant et comment c'est accueilli par les seniors cette diversité? Merci Vincent, bonjour tout le monde. Alors pour le coup c'est vrai que le Silver Play Lab s'est lancé on va dire en janvier dernier à peu près, avec pour objectif de tester, de faire des expérimentations en général avec 2 jeux sur à peu près 3 mois pour vulgariser un petit peu la démarche. Alors on est forcément dépendant un petit peu de l'environnement puisqu'on le teste auprès d'un public senior large. Alors à ce jour on n'a pas énormément de seniors du domicile, mais on a surtout beaucoup de seniors qui sont soit en EHPAD, soit en résidence autonomie, résidence service, résidence senior. Donc on en est aujourd'hui à 4 jeux. On va lancer une prochaine phase de test avec 2 nouveaux jeux. Donc à ce jour, on a testé Dordogne, on a testé GeoGuessr, Reigns avec Earth Majesty, qui est un combo, on va dire, de jeux. Et puis, on a testé Untitled Goose Game, qui n'est pas le plus facile à dire. Alors, pour le coup, comment c'est accueilli aujourd'hui dans les établissements et de manière générale auprès des seniors, on fait face, pour la plupart, à des seniors qui n'ont que peu d'expérience du jeu vidéo, voire pas du tout. Donc, il y a forcément un effet de surprise. C'est de la nouveauté. L'objectif, en plus, on arrive avec cette dimension de test. On arrive en leur disant, vous êtes les joueurs, vous êtes les acteurs finalement du Silver Play Lab. C'est une phase de test où vous allez pouvoir porter une parole. Vous allez être les acteurs centraux du projet et vous allez pouvoir vraiment vous exprimer sur ce qui marche, ce qui ne marche pas. Quelles seraient les perspectives? Quelles seraient les évolutions possibles? Qu'est-ce que vous auriez envie de tester peut-être un jour, puisque ça ouvre certaines voies. Et effectivement, ça demande un peu de temps au démarrage pour, on va dire, en termes d'accroche. On a des jeux qui sont assez variés. En plus, on le disait, c'est pas aujourd'hui, il y a du numérique qui peut exister dans les structures. On peut faire du Scrabble en numérique, on peut faire de la belote en numérique. Mais là, on arrive avec du jeu vidéo, avec un vrai contenu jeu vidéo derrière. Et pour le coup, c'est une nouveauté. Donc, on s'adapte. Les seniors mettent du temps, de temps en temps, à appréhender ces nouvelles formes de jeu. Mais à côté de ça, on a des thérapeutes qui sont là pour aussi, pour le coup, les accompagner. L'objectif, c'est aussi de rendre n'importe quel jeu vidéo et n'importe quelle pratique adaptée. Donc, ça passe par des aides techniques, ça passe par de la reformulation, des fois, de consignes. Ça passe par du rappel au niveau de l'histoire. Quand ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu, il y a des adaptations, il y a des modifications. On passe aussi, il y a tout un travail effectivement de logistique pour. Je prends l'exemple de Dordogne qui a très bien marché pour le coup. Super. Je voulais pas teaser, mais effectivement ça a très bien marché. On est passé par moment pour, par exemple, réduire les troubles visuels des seniors. On est passé par une rédaction des lettres qui sont dans l'histoire, un recueil et un recensement des lettres en version papier. Voire même, on pourrait imaginer un atelier d'écriture où on rédige les lettres avec les seniors. Et ensuite, on propose à des seniors, pendant les ateliers, de lire les lettres de l'histoire. Et certains qui ne veulent pas forcément prendre la manette, ça leur permet d'avoir un rôle malgré tout dans le jeu et de pouvoir suivre l'histoire malgré tout, même s'ils n'ont pas la manette dans les mains, ils ont un rôle à jouer et ça leur rend le jeu plus accessible qu'il ne l'est déjà. Est-ce que tu as rencontré des... je pense qu'on m'entend quand même. Est-ce que tu as rencontré des difficultés sur certains jeux?
Est-ce que, là, tu as parlé du succès de Dordogne, on y reviendra, des ateliers sur Dordogne, des adaptations que vous avez mis en place. Les adaptations, elles sont aussi dans la manière dont on va faire découvrir le jeu, comment on organise un programme de séance, comment on y va crescendo, comment voilà, on fait en sorte, c'est un des marqueurs forts chez Silver Geek qu'on partage aussi, c'est on va éviter à tout prix de mettre en échec sur l'expérience qu'on va apporter. Est-ce que malgré tout, il n'y a eu que des réussites dans cette première phase d'expérimentation ? Non, ce serait évidemment complètement faux de dire tout a fonctionné, tout a bien marché, mais c'est aussi ça l'essence même d'un laboratoire de recherche. La recherche et développement au sens très large du terme, ça marche un peu par essai-erreur, ça marche par également des perspectives, même si ça ne marche pas à un moment donné, il y a peut-être des facteurs qui rentrent en jeu, qui laissent penser qu'à un autre moment, à une autre période, d'une autre manière, ça pourrait marcher aussi. Donc on a tendance à se dire, par exemple, pour prendre un exemple d'un jeu qui a peut-être un peu moins bien marché, UGG Untitled Goose Game a un petit peu moins fonctionné, mais pour autant on ne l'a pas mis au placard. On ne s'est pas dit c'est fini, ça ne marchera jamais. Il y a des perspectives. Ça peut être par la modalité de mise en place. Ça pourrait être une séance en individuel plutôt qu'en collectif. Ça pourrait être auprès d'un public à domicile et peut-être moins en EHPAD. Ça pourrait être d'une autre manière simplement. Ça peut des fois aussi être sur... là, on l'a expérimenté sur PlayStation. On pourrait imaginer que des jeux qui sont multiplateformes pourraient marcher sur une console et pas sur une autre parce que la manette est plus ergonomique, parce que voilà, simplement, il y a une appétence pour une console plutôt qu'une autre. C'est pas mis au placard définitivement. On tire toujours des conclusions de ces effets. Voilà, il y a des choses qui sont intéressantes. Globalement, on a un taux de satisfaction sur les jeux qui est quand même très bon, qui est très intéressant. Voilà, les jeux qui marchent moins bien, on essaye d'en tirer des conclusions pour derrière aménager, trouver des solutions et toujours voir un peu plus loin et ne jamais se cantonner à une expérimentation parce que, encore une fois, un échantillon n'est pas toujours représentatif d'une plus grande partie de la population. Alors, tu disais que Dordogne, avant de le présenter, parce qu'on parle de jeu pour le moment, tu disais que ça a bien fonctionné, mais est-ce que tu peux être un peu plus précis ? Qu'est-ce qui a fait que ça a marché avant qu'on parle avec le créateur du jeu ? Alors pour le coup, Dordogne, c'est le premier jeu qu'on a testé. On a lancé le Silver Play Lab avec ce jeu-là. On a tout de suite vu, alors quand je dis on, c'est plutôt... on va dire, le comité de pilotage du Silver Play Lab. Alors, il y a Silver Geek, il y a Ressentez-vous, il y a des chefs de projet, il y a des thérapeutes qui sont là aussi pour plutôt la mise en place sur le terrain. Et on s'est réunis, on a testé le jeu Dordogne, certains le connaissaient, d'autres pas du tout. On a tout de suite vu la potentialité de ce jeu auprès d'un public senior parce que graphiquement, il est très beau, il est sublime. On a une forme d'histoire, et ça peut presque se suivre comme un film. L'histoire aussi peut faire écho forcément, puisque dedans on parle de grands-parents, petits-enfants, etc. Histoire familiale, ça peut forcément faire écho à des seniors que l'on rencontre au quotidien. Cette histoire de chapitre, je disais, comme un film, l'histoire de chapitre peut aussi donner envie de revenir la semaine d'après, de continuer, de poursuivre et d'aller plus loin. Et avec cette base-là, on s'est dit ça peut marcher, il y a quelque chose à faire. Et les premiers résultats étaient très positifs. On a tout de suite vu que en format de groupe, d'ateliers collectifs, alors pas forcément 12-15 personnes, mais 6 personnes qui se réunissent autour de ce jeu-là, ça fonctionne parce qu'on a des rôles à distribuer. Je le disais, on a des seniors qui vont avoir la manette en main. Alors, ils peuvent évidemment se passer la manette de main en main, où là, on vient jouer, on vient manipuler. Mais on a aussi des seniors qui viennent à la fois suivre l'aventure, simplement. Je viens, comme je le disais, presque regarder un film. Je viens m'intéresser à l'histoire. Il y en a qui viennent prendre un rôle plutôt sur, je le disais, la lecture de lettres. On définit souvent en début de séance des personnages. Je vous propose d'être tel personnage dans l'histoire, vous plutôt ce personnage. Et ça veut dire qu'à chaque interaction dans le jeu, on a des seniors qui peuvent presque se mettre en scène en lisant le texte qui apparaît à la télé, en tout cas sur l'écran. On a des interactions forcément, puisque
l'idée c'est pas non plus de dévoiler l'entièreté du jeu, mais il y a des parties autour de la gestion des émotions, en tout cas de ce que ça provoque chez les personnages. Et ben là, ça permet d'interagir avec les seniors. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Comment vous l'auriez vécu? Est-ce que ça fait écho à votre propre histoire personnelle? Ça demande de l'accompagnement malgré tout, parce qu'il y a des choses qui remontent pendant les... Dordogne est une histoire qui malgré tout chamboule, j'ai envie de dire. Et donc, pour le coup, on a des seniors qui quelquefois, voilà, ça fait remonter des choses. Ça peut permettre de le mettre au travail aussi derrière. Mais voilà, on avait des rendez-vous chaque semaine, et je pense que globalement, on a des statistiques sur le sujet, puisque le Silver Play Lab, il y a toute une partie test qui a été réalisée. Mais je pense que le meilleur argument pour dire que ça marche, c'est quand les gens demandent à revenir la semaine d'après. C'est quand qu'on rejoue, c'est quand qu'on, surtout sur un public qui n'avait pas l'habitude de jouer. Je pense que c'est un des meilleurs arguments pour dire que ça fonctionne. C'est que voilà, les seniors avaient hâte de découvrir des nouveaux chapitres et d'aller un peu plus loin dans l'histoire à chaque fois. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup parlé de Dordogne, mais tout le monde ne connaît peut-être pas. Donc, avant de te passer la parole, Aymeric, on va regarder une bande-annonce du jeu pour que vous voyez de quoi on parle. Cher Mimi. C'est la cata sur vos sols? Aspirez en profondeur. Avec alors ça, c'est pas nous. Fabriqué en France. Excusez-nous. Cher Mimi. J'espère que tu aimes toujours autant t'amuser et partir à l'aventure, comme lors de ta dernière visite en Dordogne. Nous avons quitté la maison. Nous nous sommes promenés ensemble. C'était le bonheur. J'étais vraiment insouciante. Regardez-moi, mes petits pieds, désireux d'explorer le monde. Waouh, super beau. Alors, Aymeric, quand on développe un jeu comme celui-ci, est-ce qu'on recherche à avoir les impacts quelque part que Elliot a évoqué? Est-ce qu'il y avait une intention particulière dans la création de ce jeu, d'avoir ce type de bénéfice, ce type d'impact? Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci pour tous ces gentils mots sur Dordogne, ça fait vraiment plaisir. Alors, je suis pas le créateur du jeu, je suis le producteur. Le créateur, c'est mon associé Cédric Babouche, qui a entièrement peint le jeu à la main, en plus de l'avoir conçu. Oui, franchement, oui. Voilà, l'aspect émotionnel, vraiment. Enfin, c'était un. Alors, c'est pas qu'on cherchait spécialement à faire générer des émotions. Enfin, c'est plus qu'on a conçu le jeu comme un film, avec une équipe à l'écriture, Anthony Jonot qui écrit le jeu, et un process de réalisation avec vraiment un soin particulier à tous les postes, au niveau graphique, au niveau de l'histoire, au niveau gameplay, au niveau... voilà. Nous, c'est notre premier jeu. On a fait pas mal d'animation, de production d'animation avant. Et donc, on avait envie de faire quelque chose de nouveau et d'apporter au monde du jeu vidéo quelque chose de différent. Donc, une production un peu plus artisanale avec un travail d'aquarelle. Donc, il y a eu 185 aquarelles peintes, scannées et intégrées dans le moteur de jeu. Et après, une histoire pas sophistiquée, mais avec pas mal d'émotions. Et après, on a fait un gameplay volontairement très accessible pour parler à une cible que nous, on connaît bien venant de l'animation, qui est la cible enfants et famille, et qui n'est pas forcément beaucoup adressée de manière générale dans le jeu vidéo. Et voilà, on est content, ça a marché. Enfin, on a parlé de nous dans le monde entier, donc c'est super. Et ce qui est marrant, c'est
que mon associé dès le départ, Cédric, disait ouais, on fait un jeu où les enfants jouent au jeu assis sur les genoux de leurs parents avec les grands-parents qui regardent derrière. Mais vraiment, c'est depuis le début, en fait, on a cette expression. Bon, on savait pas que les grands-parents jouaient aussi. Ça, voilà, on l'a vraiment appris de toi, vraiment, en fait. Et donc, et en plus, on se rend compte, c'est vrai qu'on n'a pas encore pu faire le point avec Elliot sur l'étude. Il me tarde d'avoir tous les détails, vraiment, parce que du coup, d'avoir imprimé les lettres, en fait, ça c'est super. Ouais, vraiment. Et effectivement, on a fait un recueil de toutes les lettres qu'on a pu rédiger en version plus papier pour rendre accessible. On a poussé le vice aussi sur, je le disais, sur les rôles. On a imprimé les personnages qu'on pouvait donner, distribuer en début de séance. Ça passe par plein d'adaptations de cette manière-là pour stimuler, pour accompagner, pour aider. Et effectivement, ça permet d'impliquer un maximum de personnes sur l'histoire et sur le jeu de manière générale. C'est vraiment super. C'est vraiment super. Bon, on fera un point en plus. Enfin, nous, on pourra te fournir des éléments venant du jeu direct, quoi. Ouais, voilà. On a vu, c'est un jeu qui est sorti il y a un an, tout pile, quasiment. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans les tuyaux du côté d'Humanimation et oui. Est-ce que la relation grand-parentale est toujours un centre d'intérêt pour vous? Alors, c'est vrai que je me suis rendu compte en te pitchant, comme on dit, le prochain jeu tout à l'heure. On n'a pas fait exprès, en fait, pourtant. Mais donc, le prochain jeu, donc là, on est vraiment là-dessus en ce moment. C'est-à-dire qu'on a fait un prototype du prochain jeu. En un an, on a mis un an pour développer le prototype du prochain jeu, que là, on est en train de présenter à des partenaires et à des investisseurs. Et donc, le prochain jeu s'appelle Long Time a Girl. Et raconte, en fait, au départ, c'est Athéna qui a une super machine à voyager dans le temps. Et donc, Athéna utilise beaucoup, en fait, sa machine pour faire tout un tas de trucs. Elle va faire la Révolution française, elle va être à Lascaux pour peindre dans la grotte, elle va aller faire les Dionysies avec les Romains, elle va aller faire tout ce qui est cool, quoi. Jusqu'à un moment où, en fait, la machine marche plus. Et elle laisse, en fait, sa fille, Lodane, qui a quelques mois, et sa grand-mère, sa mère, qui s'appelle Cerise. Et donc, Cerise va passer 16 ans à essayer de réparer cette machine à voyager dans le temps, jusqu'à ce que Lodane ait 16 ans et dise, écoute, chère grand-mère, j'ai déjà perdu ma mère, je vais pas te perdre toi aussi, donc tu vas arrêter de réparer cette machine. Elle fait, mais non, t'inquiète, regarde, boum, elle appuie et bam, et elle se retrouve perdue dans le temps, en fait. Donc, en fait, on joue Cerise, qui est perdue dans le temps et qui va devoir retrouver le chemin du présent, donc grâce à cette machine à voyager dans le temps. Et elle va jouer sur des effets papillons pour changer, en fait, des éléments d'une époque qui auront des conséquences sur une autre. Et donc, comme ça, elle va rebondir d'époque en époque pour arriver dans le présent. Donc, on joue une grand-mère, oui. Pas commun. Julien, Non. ce matin, a parlé des personnages de la représentation de la vieillesse dans le jeu vidéo. Ça reste quand même beaucoup des PNJ, à l'exception peut-être de Sifu qu'on a évoqué tout à l'heure, mais on commence jeune. À l'exception des jeux de combat aussi, on a des personnages vieillissants. Donc bravo pour déjà Merci. cette idée, et ça donne pas mal envie d'y jouer. Du coup, on a hâte que ça sorte. Merci Imric. Merci Vincent. Emmanuel, on a vu tout à l'heure dans la vidéo, on se connaît depuis un petit moment maintenant. On travaille avec Ubisoft depuis, je crois, 5 ans maintenant. On a vu Paul et Nicole en train de danser sur la scène d'Ubisoft à la Paris Games Week, sur Just Dance. Oh, et Paul, tu dansais mieux que moi quand même. On a vu aussi Mijo jouer à Assassin's Creed. Voilà, est-ce qu'il y a... du côté d'un éditeur, d'un géant comme Ubisoft, est-ce que cette population de joueurs seniors, elle est adressée, elle est prise en compte, un peu même question que pour Emric, dans les stratégies marketing, dans la réflexion, dans la création des jeux? Voilà, est-ce que tu peux nous répondre là-dessus? Bien sûr. Bonjour à tous.
évidemment, merci pour cette invitation. Je suis très heureux d'être avec vous pour cette journée. Alors, pour préparer un peu cette intervention, je me suis tourné vers le service marketing d'Ubisoft et je leur ai demandé, est-ce que vous avez quelque chose sur les joueurs seniors ? On m'a dit, oui, super, on a un truc, on te l'envoie. J'ai reçu une étude sur les joueurs de plus de 45 ans. Alors, j'ai 48 ans. J'ai passé un petit peu de temps à regarder par la fenêtre en silence. Et bon, voilà, on est tous le senior de quelqu'un. Je pense que vous avez vu un peu des chiffres sur la démographie du jeu vidéo. En France, la démographie des joueurs, en 1999, la moyenne d'âge c'était 21 ans. Aujourd'hui, on est à plus de 38 ans. Aujourd'hui, pour Ubisoft, la moyenne d'âge de nos joueurs, elle est dans la trentaine. Et elle est essentiellement localisée, enfin pas essentiellement, elle est majoritairement localisée Europe et Amérique du Nord. Donc, c'est évident que pour une société comme Ubisoft, la question de comment est-ce qu'on élargit la base de nos joueurs et comment on essaye d'avoir toujours plus de joueurs, on réfléchit aux limites qu'on a. Et donc, on voit que nos joueurs sont trentenaires, donc les joueurs de plus de 45 ans, c'est intéressant. De la même façon que les joueurs en dehors d'Europe et d'Amérique du Nord, ça fait partie des publics qui nous intéressent aussi. Donc, après, ce qui est très intéressant dans ce qu'a démontré, dans ce que disait Émeric, c'est que quand on parle d'un jeu vidéo qu'on est en train de créer, on ne réfléchit pas à une cible, on ne réfléchit pas à on va faire ce jeu pour telle catégorie de joueurs ou pour tel profil. Ça, c'est quelque chose qui vient après. On part d'une idée, d'une envie de raconter une histoire, on part d'une mécanique de jeu qui nous plaît, on part d'une inspiration d'un autre jeu. Et évidemment, Dordogne, ça fait partie des jeux qui inspirent. Et après, effectivement, le marketing se met en place, la façon dont on peut s'adresser le plus largement possible. Et je crois que c'est ça fondamentalement la philosophie d'Ubi, et je pense de tout créateur de jeux vidéo, c'est on cherche à faire le jeu qui parle au plus grand nombre. On sait qu'on ne parlera jamais à tout le monde, mais on cherche à vraiment parler à tout le monde. Et donc, ces joueurs de plus de 45 ans, dans cette étude-là, ils ont un profil dans lequel ils représentent déjà 20% de nos joueurs. Ils ont un profil qui est beaucoup plus centré sur les jeux de stratégie, les jeux de réflexion, c'est ce que tu disais en introduction, sur les puzzle games, des jeux plus casus, mais des jeux aussi qui peuvent être très poussés parce qu'il y a aussi une vraie volonté d'excellence et de ce qu'on dit en anglais d'achievement, c'est-à-dire vraiment l'idée d'aller au bout du jeu, de le finir et de le compléter. Là où une génération plus jeune, elle, va être principalement intéressée par la compétitivité, la personnalisation extrême du jeu, le fait de pouvoir jouer en réseau et en sociabilité. Donc on le voit, c'est des profils de jeu assez différents, mais l'essentiel pour nous, c'est d'arriver à créer des jeux qui rassemblent tous ces publics-là. Alors on a parlé de Just Dance, je pense que c'est dans le très large catalogue d'Ubisoft un des jeux qui est vraiment à la fois qui réunit des profils de joueurs extrêmement différents et qui arrive à réunir des familles entières pour jouer ensemble. C'est un des jeux qui a sauvé le confinement de ma famille. C'est le seul jeu où toute ma famille joue ensemble, mes deux enfants et mon épouse. C'est le seul jeu auquel on joue tous les quatre. Et donc, il y a un terme extrêmement important que tu as employé, Elliot, c'est celui d'adaptation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui rentre de l'autre côté, c'est comment est-ce qu'on fait pour que nos jeux soient le plus accessibles à tout le monde. Et donc là, c'est le deuxième volet par rapport à l'approche créative, c'est l'approche de l'accessibilité. Quand on parle d'accessibilité, on pense d'abord aux joueurs en situation de handicap. Donc on voit les manettes adaptatives, les réglages qu'on peut avoir sur, par exemple, les couleurs pour les daltoniens, enfin plein de choses aujourd'hui. Ça fait depuis 2017 qu'Ubi a une équipe qui est dédiée à ça. Mais en fait, ça va au-delà. C'est comment est-ce qu'on casse les barrières à l'entrée, comment est-ce qu'on fait pour qu'un public qui n'a jamais joué ou qui n'a jamais joué à ce type de jeu-là va se dire « Ah tiens, je peux y rentrer ». Comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas de barrière, de gatekeeper, de façon dont on bloque les gens.
Et une fois qu'on a réussi à les intéresser au jeu, comment est-ce qu'un joueur extrêmement aguerri va avoir une expérience aussi plaisante qu'un débutant, où là on peut jouer sur la difficulté, sur les niveaux, l'alliance entre joueurs. Enfin, il y a plein de façons de travailler ça. Et donc voilà, donc pour revenir à ta question du départ, évidemment, tous les gens qui ne jouent pas encore, qui n'ont pas encore une grande habitude de jeu, sont des gens qui nous intéressent chez Ubisoft et qui intéressent, je pense, tous les créateurs de jeux. Le grand défi pour nous, c'est comment on les fait se sentir bienvenus dans nos univers. Comment est-ce qu'ils arrivent à voir qu'il n'y a pas d'obstacle, que c'est fluide. Et évidemment, cette notion d'intergénérationnalité, ce moment où les gens commencent à jouer ensemble, elle est fondamentale. Et là, il y a un aspect qui est crucial, c'est que ma génération de joueurs, donc plus de 45 ans, pas encore senior selon la définition officielle, mais qui va l'être tout à l'heure. On est la première génération à devenir parents. Et moi, j'ai commencé à jouer avec mon frère, en fratrie, avec mes amis. Donc la question du rapport aux parents et du jeu vidéo, c'était plutôt un rapport d'interdiction. Aujourd'hui, moi, je joue avec mes enfants. Je salue mon fils qui est assis là-bas, que je continue à piler à FIFA. Et là, je l'entends dire non, c'est pas vrai, mais c'est moi qui ai le micro. Et ça, c'est fondamental. Ce moment où on commence à jouer en famille et à avoir une espèce de transmission culturelle du jeu vidéo, elle est fondamentale. Donc, voilà, c'est la façon dont ce merveilleux média s'étend et va casser tous les plafonds de verre. Pardon, j'ai été très long. Pas du tout, mais tu as été très complet, surtout. Donc, si je résume, c'est d'abord l'intention vis-à-vis de l'accessibilité du jeu, qui est un peu ce que tu disais aussi, Émeric. Et puis après, on va aller chercher la pratique familiale et on va intégrer, bien sûr, les grands-parents dans la pratique familiale aussi. On a parlé là des seniors, des joueurs voilà, comme cible potentielle de communication, de message marketing. Qu'en est-il de l'information, Olivier, donc, tu es journaliste sur France Inter, qui est la première radio de France, je crois encore. Ça blague souvent sur France Inter en disant que c'est écouté beaucoup par des profs à la retraite. Oui, aussi. Donc, ça fait partie de l'audience. Pas seulement. Pas seulement, évidemment. Sinon, on ne serait pas aussi nombreux. Est-ce que dans tes chroniques, en plus, qui sont tôt le matin, est-ce que toi, tu as une intention particulière quand tu parles de jeux vidéo vis-à-vis de cette population, de cet auditorat senior qui va t'écouter? Alors, j'ai pas d'intention particulière envers les seniors, mais à ma décharge, c'est parce que j'ai toujours conçu cette chronique comme une chronique qui s'adresse à tous, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau de connaissance du jeu vidéo. C'est que l'idée que j'avais quand j'ai créé cette chronique il y a 7 ans maintenant, c'était de dire je veux parler de jeux vidéo à des gens qui sont soit déjà joueurs aguerris, soit un tout petit peu joueurs de temps en temps mais qui veulent découvrir de nouvelles choses, soit pas du tout joueurs et qui peut-être ne joueront jamais, mais qui au moins, via ce que je vais leur raconter en 3 ou 4 minutes à l'antenne, sauront que tel type de jeu existe, que ça consiste en ça, les règles c'est ça, l'univers il est comme ça, les personnages disent ça et le message éventuellement derrière ça peut être ça. Et j'écoutais mes camarades à ma droite et j'ai l'impression d'être un petit peu un des maillons de cette chaîne aussi, c'est que c'est vrai que le terme d'accessibilité pour moi il est crucial parce que en fait j'ai l'intime conviction que ce qui entre guillemets manque encore aux jeux vidéo qui est la première industrie culturelle en termes financier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est l'industrie culturelle qui brasse le plus d'argent, donc c'est quand même une gigantesque industrie, mais qui a encore ce petit plafond de verre de l'accessibilité qui est dû au fait que n'importe qui peut regarder un film, il suffit de s'asseoir devant un écran, n'importe qui peut lire une bande dessinée, il suffit de savoir lire et regarder des images. Tout le monde ne peut pas jouer à un jeu vidéo comme ça, directement en s'installant devant une console. Il y a cet obstacle de la manette, cet obstacle de l'objet, cet obstacle de l'interface parfois du jeu vidéo qui, quand on lance une console, à une époque, on lançait une console, le jeu partait tout de suite. Maintenant, il y a des menus, il y a des choses comme ça. Il y a beaucoup d'interfaces. Enfin, en gros, le jeu vidéo s'est complexifié. Il s'est du coup amélioré. Il a permis beaucoup plus d'expériences différentes, ce qui est très bien. Mais en se complexifiant, il s'est aussi un petit peu coupé d'une partie du public
C'est pas un problème pour les enfants, pour les adolescents qui ont grandi avec ça et qui, y compris moi ou la génération qui me suivent. Mais voilà. Et mon rôle, quand je parle de jeux vidéo à la radio, c'est peut-être d'aplatir encore un petit peu plus, de simplifier encore un peu plus. C'est qu'il faut que je transforme une expérience qui est de l'image, du son, du gameplay, donc une manière d'interagir avec le monde, un univers, un contexte, des décors, des choses comme ça. Il faut que j'aplatisse ça sur uniquement du son. Donc nécessairement, je suis obligé de simplifier au maximum. Ce qui me paraissait une contrainte au début, c'est-à-dire que je me disais, bon, ça va être un petit défi, et qui en fait est vachement intéressant parce que je peux parler de jeux vidéo à tout le monde. C'est-à-dire que pour le coup, comme je disais, écouter la radio, il suffit de s'installer devant une radio, d'avoir une audition à peu près fonctionnelle ou des appareils pour l'assister, et on y va. Et voilà, et mon but, ça a toujours été ça, c'est-à-dire que c'est pas, chaque semaine quand je parle d'un jeu, je me dis pas, il faut à tout prix que j'arrive à convaincre le plus de gens possible d'y jouer. Je me dis, il faut que j'arrive à faire entendre au plus de gens possible, c'est quoi ce jeu, qu'est-ce qu'il raconte, c'est quoi son univers, c'est quoi son ambiance, et éventuellement sur quoi il nous fait réfléchir, sur quoi il nous fait, autour de quoi il nous procure des émotions. Enfin voilà, parce que pour moi, le jeu vidéo, quand on enlève un petit peu toutes les choses autour et limite les choses parasites, quoi, comme la manette, le gameplay et tout, c'est une manière de raconter des histoires, tout bêtement, de transmettre des émotions, peut-être de nous faire adopter des points de vue très différents de ce qu'on connaît et de ce qu'on vit au quotidien. Pour moi, c'est la grande force, même par rapport à d'autres médias, c'est vraiment ce côté s'approprier des histoires, des vécus, des personnages, des choses qu'on ne vivra jamais et qu'on n'a jamais vécues, mais qu'on peut comprendre en les vivant, entre guillemets, de manière interactive devant une console. Tu as parlé d'accessibilité, je dirais, technique des jeux, par rapport au niveau d'expérience, par rapport aux capacités, au niveau d'exigence que peut demander le jeu. Mais est-ce qu'il n'y a pas une question d'accessibilité aussi, je dirais presque psychologique, par rapport aux représentations qui persistent, peut-être chez la population senior notamment? Oui. Je vais aller rebondir dessus. Mais non, mais justement, je me lance en quelque chose. Non, c'est pas rebondir, en fait, c'était compléter. Je voulais qu'on en parle. Ouais, mais c'est vrai que oui, il y a. On en parlait tout à l'heure à midi, justement. Il y a encore un blocage psychologique et social, même, autour du jeu vidéo. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça me fait super plaisir en fait d'être là et de voir des personnes en maison de retraite ou des personnes un peu plus âgées jouer à des jeux vidéo, parce que ça participe justement à ça, j'allais dire une démocratisation, c'est un bien grand mot, mais à décloisonner le jeu vidéo de ce côté. C'est réservé à des gens qui vraiment sont passionnés de ça, ont grandi avec ça, ou à l'inverse, à des gens dont on considère qu'ils font du jeu vidéo. Je caricature totalement, mais ils font du jeu vidéo parce qu'ils n'auraient pas le capital culturel ou le niveau pour expérimenter d'autres choses. Ils ne vont pas au théâtre, ils ne vont pas voir des films d'arrêt essai, ils ne lisent pas des grands romans, donc du coup ils font du jeu vidéo. C'est pour moi absurde comme distinction, parce que le jeu vidéo peut très bien raconter des histoires extrêmement complexes, des personnages très fouillés et tout. La seule chose, c'est qu'il va les présenter d'une manière différente. Et on parlait d'obstacles techniques, mais par exemple, il y a des romans qui ont des obstacles. Dans le style d'écriture est un obstacle parfois. Il y a des romans que tout le monde ne peut pas lire, il y a des BD que tout le monde ne peut pas lire, comme il y a des jeux vidéo auxquels tout le monde ne peut pas jouer. Donc voilà, et c'est très difficile encore de faire passer, y compris dans ma propre rédaction, où pourtant on est quand même très ouvert sur les questions de la culture, c'est un objet vaste qui s'étend constamment, mais c'est encore difficile de faire passer le jeu vidéo pour, j'allais dire une pratique culturelle, mais c'est pareil, rien que le fait de dire pratique culturelle, je trouve que déjà ça a ce côté, on prend ça de manière sociologique, alors que voilà, c'est une forme de culture, c'est même pas une forme de sous-culture, c'est une forme de culture, le jeu vidéo. Donc il y a un plafond de verre aussi à casser là-dessus, et j'espère y participer modestement en parlant sur une grande radio généraliste, justement, qui n'est pas forcément spécialisée là-dedans. Dernier niveau d'accessibilité qui m'interrogeait, c'est la question du jargon, des références aussi culturelles. On parlait tout à l'heure, on a vu Mijo qui joue à Assassin's Creed. On a les parents de Jonathan, Philippe et Odile, qu'on a vu aussi dans nos extraits, qui sont des gros fans de la licence Assassin's Creed. Mais malgré tout, il y a tout un tas de codes associés à certaines licences, à certains jeux, à certains types de jeux, qui peuvent des fois créer une forme de barrière
peut-être pour des personnes qui découvrent. Est-ce que vous constatez ça et est-ce que, question aussi à Emmanuel, avec la sortie de Star Wars notamment, qui est quand même une licence et voilà une culture, un univers qui est connu des populations seniors, est-ce qu'il y a eu un accueil différent vis-à-vis de ce jeu? Voilà, question un peu à tous les deux. Et... Je peux commencer rapidement si ça te va, mais j'ai une anecdote là-dessus. Je considère toujours que si j'utilise un terme dans ma chronique qui est un terme entre guillemets de joueur ou vraiment lié à l'univers du jeu, il faut que je l'explique à chaque fois. Et il y a des mots que j'ai dû définir à peu près 117 fois dans mes chroniques, parce qu'à chaque fois que je redis ce mot, je me sens obligé de le réexpliquer. Rien que le mot gameplay, je me sens obligé de dire ce que c'est que le gameplay. C'est-à-dire que c'est la manière dont on interagit avec un jeu. Ça peut aller même sur des trucs plus techniques. Je crois que le mot que j'ai le plus défini, parce que c'est un style de jeu que j'adore, et du coup j'en parle souvent, c'est le mot Metroidvania. Je pense que peu de gens dans cette salle savent ce que ça veut dire. C'est vrai. Je me sens obligé de le définir à chaque fois. C'est un genre extrêmement populaire qui est basé sur qui est une sorte de jeu d'aventure basé sur l'exploration et sur le fait de débloquer de nouvelles compétences pour parcourir une carte. Mais voilà, et c'est vrai que inconsciemment, et on s'en rend compte quand on parle entre journalistes spécialisés ou entre gens de ce monde-là, on se rend pas compte à quel point on a une manière de parler du jeu vidéo qui parfois est un peu jargonnante. Et voilà, et c'est quelque chose contre lequel il faut se battre, et c'est quelque chose, voilà, moi vraiment, dès que j'ai un mot où je me dis, je sais que mon premier filtre c'est Mathilde Munoz qui présente le 5-7, qui n'y connaît rien en jeu vidéo, et à chaque fois je lui dis, s'il y a un seul mot que tu ne comprends pas dans ma chronique, tu me le dis et je l'explique, je fais une phrase pour le faire, mais vraiment n'hésite jamais à me le dire, et même, alors du coup les Metroidvania, je pense qu'elle sait ce que ça veut dire parce que je lui ai expliqué 360 fois depuis, mais en tout cas, voilà, je lui ai dit, dès que tu as un doute, tu me dis. De te répondre sur Star Wars, je voudrais insister sur ce rôle des passeurs, des gens qui, je ne sais pas si le terme médiation est peut-être un peu fort, ou si mais bon, c'est fondamental. Et dans cette palette de rôles-là, je voudrais, sur le rôle des casteurs, des commentateurs en live de partie, ils font partie intégrante du spectacle, mais de la discipline elle-même. Pour tous ceux qui ont fait l'expérience de la Gamers Assembly, si on n'est pas un joueur de LoL, par exemple, comprendre ce qui se passe dans une partie de LoL sur grand écran, c'est... De LoL, tout le monde voit ce que c'est. League of Legends, donc pardon, désolé, effectivement. Oui, vrai. Donc League of Legends qui est... 3 ou 4 vidéos de tutoriel de LoL, j'ai toujours pas compris comment ça marchait sur... Non, mais non plus pareil. C'est un jeu donc, où on joue à 5 contre 5, si je dis pas de bêtises, c'est un jeu de territoire. Il faut aller conquérir le territoire de l'autre, mais on utilise des pouvoirs magiques. Enfin bon, c'est assez complexe. Et tout ça sur grand écran, enfin la lisibilité sur grand écran est vraiment compliquée. Et pour faire de ce style de jeu des disciplines très grand public, c'est extrêmement rapide. Il y a le point de vue de 10 joueurs en même temps, donc c'est très compliqué à lire. Et là, le rôle du commentateur, du casteur, est fondamental. Et c'est vraiment, ça fait vraiment partie de ces personnes qui sont des passeurs de jeux vidéo. Et aujourd'hui, je vous assure que sans rien connaître à LoL, vous pouvez avec de bons casteurs, vous asseoir dans une salle. Déjà, vous êtes pris par l'ambiance, vous êtes pris par ce qui se passe, et vous allez comprendre, si ce n'est le jeu, vous allez comprendre la compétition, l'affrontement, et ça, c'est vraiment passionnant. C'est vraiment, voilà. C'était juste, je voulais souligner ce rôle-là parce qu'il est fondamental. Et pour revenir à Star Wars, tu as tout à fait raison. Quand je parlais tout à l'heure de ces joueurs de plus de 45 ans, faire appel à au fait, donc ils ont commencé le jeu vidéo au tout début, donc il y a forcément une forme de nostalgie. Et je crois que Star Wars Outlaws, donc qui est un jeu dans l'univers de Star Wars qui a été publié par Ubisoft à la fin du mois d'août, on a travaillé l'image spécifiquement pour retrouver le grain de la première trilogie de Star Wars depuis 1977. Donc il y a clairement un clin d'œil, un appel du pied à ceux qui ont vu Star Wars en salle pour aller retrouver cet univers-là, manette à la main, avec une espèce de promesse de fidélité à ce Star Wars original.
Alors, on a parlé de... Tu voulais rebondir, Émeric ? Sur l'accessibilité, oui, mais sinon on peut faire plus tard. Non, mais avec plaisir. Vas-y. Non, c'est juste ce que je voulais rebondir là-dessus par rapport à tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'il y avait plusieurs notions d'accessibilité, je trouve, qui se promenaient en fait dans les discussions. Il y a vraiment la notion d'accessibilité, je dirais de moyens, où il y a effectivement pour quelqu'un qui est malvoyant, le fait de grossir les polices, quelqu'un qui est daltonien, changement des couleurs, enfin tout ça, ça se fait vraiment, ça commence vraiment à se faire dans les jeux vidéo ou au niveau audio, pareil. Il y a cette accessibilité-là. Il y a l'accessibilité technique aussi. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai commencé sur MO5, donc avec Thomson MO5 avec une cassette et des lignes de commande. Bon, c'est vrai que c'est un peu évolué maintenant. Et après, il y a cette accessibilité au niveau de l'histoire. Ce côté où effectivement on s'assoit, on regarde un film, on n'a pas de questions à se poser. Et pourquoi en fait dans le jeu on pourrait pas enfin nous c'est notre position, c'est d'essayer d'avoir des jeux en fait où on peut juste prendre la manette et commencer directement à s'amuser et c'est pas le cas tout le temps. Et j'avoue que je trouve que l'industrie est encore trop. Moi, je sens personnellement un vrai plafond de verre par rapport à ce qu'on fait nous. Moi, là, en ce moment, je parcours le monde pas mal depuis la Gamescom, donc qui est le gros festival à Cologne depuis fin août, avec mon jeu avec une grand-mère. Waouh. Ah, je peux vous dire, en général, c'est. Alors, on joue une grand-mère. Oui, une grand-mère. Ben oui. Donc, faut expliquer, faut dire et pourquoi pas. En même temps, on a Dordogne qui montre que on a réussi à parler au monde entier. Et donc, il y a quelque chose. Mais c'est pas gagné, en fait. Et voilà, faut encore se battre. Alors, on va encore se battre, mais donc peut-être que demain, ça va changer. Donc, on arrive à la deuxième partie de la question que je vous pose à tous. Je crois qu'on est 4 autour de la table. Dans 20 ans, on fera partie des seniors, il me semble. Quelle place auront les seniors, nous compris, dans le paysage du jeu vidéo demain? Comment vous voyez l'évolution de l'industrie, de la pratique, etc. Qui veut se lancer en premier? Apparemment, c'est à moi d'y aller. On va tous y passer, t'inquiète pas. Non, alors, je trouve que le pont est parfait au niveau des représentations. On me parlait des représentations. J'ai en mémoire cette parole de Jojo, qui fait partie, qui est une des 2 joueuses du Petit Désir. Donc j'ai pu accompagner cette année là, qui vient de s'écouler sur cette édition du Trophée des Seniors. Je suis arrivé il y a 1 an dans le Pays Basque avec ma console et mon envie de bien faire, et je suis arrivé au Petit Désir, je leur ai présenté cette console, l'outil et le projet qu'il y avait derrière, et Jojo m'a regardé en me disant mais j'ai vu ça une fois, c'était avec ma petite fille, et ça c'est réservé pour eux, c'est pas pour nous. Elle joue, moi c'est pas mon rôle, moi je l'encourage, je la regarde de temps en temps, mais moi je suis pas censé prendre la manette dans la main et jouer. Et 1 an après, elle s'est beaucoup entraînée, elle a beaucoup apprécié le support, l'outil, et aujourd'hui elle me dit maintenant ma petite fille elle vient et je la lave au bowling, toutes les semaines, elle vient pour jouer avec moi et elle m'a toujours pas battu. Et pour le coup, en termes de représentation, je trouve très parlant en fait, se dire, effectivement, c'est connoté. J'espère que dans 20 ans déjà, on aura pu cette représentation de dire les jeux vidéo, c'est pour les jeunes, c'est pas pour moi. J'ai pas d'intérêt. Alors j'ai pas d'intérêt à y jouer. C'est pas réservé pour moi. J'ai pas les capacités pour. Aussi, parce qu'il y a une forme de dévalorisation par moment. On est tous le senior de quelqu'un, mais on est tous le boomer aussi de quelqu'un. Et c'est vrai, il y a toujours cette représentation. Ça va être compliqué, j'y ai jamais joué, je sais pas comment faire, etc. etc. Donc j'espère, moi, la première porte d'entrée que j'y vois, c'est que j'espère que dans 20 ans, ce sera plus le cas, ou du moins beaucoup moins. Aussi parce que voilà, ceux qui seront seniors dans 20 ans ont déjà un pied entre guillemets dans le jeu vidéo. Donc j'espère que déjà de ce côté-là, ce sera moins le cas.
Tu parles de rôle modèle. En fait, t'espères, alors le rôle modèle, t'espères qu'il y ait des références finalement, à force de voir d'autres seniors qui pratiquent, que ça fasse tomber des barrières. Et c'est un peu ce qu'on voit dans les ateliers aussi. Dans les ateliers Silver Geek, il y a toujours de la place pour des spectateurs, n'est-ce pas? Et le but du jeu, c'est séance après séance d'amener les gens qui sont réticents à finalement tenter. Ouais, exactement. Et puis, alors effectivement, les ateliers, c'est une bonne manière de faire tomber les représentations et de montrer que c'est possible. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je ne conçois pas un premier atelier. Imaginons, j'arrive pour la première fois avec des seniors qui n'ont pas vraiment joué aux jeux vidéo dans leur vie. Je ne conçois pas d'arriver immédiatement avec une console, de leur mettre une manette dans la main et de jouer. Ça passe par, effectivement, Dordogne, on a passé le teaser avant de jouer. On doit donner envie, on doit expliquer les termes, on doit commencer à faire vivre une petite flamme, en fait. Et ça passe par le fait de donner envie. Mais je pense qu'aussi, ça passe par... les représentations, on parlait de personnages. Je joue une personne âgée, une grand-mère dans un jeu vidéo. Ça passe aussi par les figures aujourd'hui, les joueurs, les casteurs, effectivement les joueurs pros du e-sport sont relativement jeunes, mais on en a d'autres qui arrivent. Je prends l'exemple ne serait-ce que de Samuel Etienne qui fait un pont absolument parfait entre les générations. En plus, lui, il a démarré avec quasiment rien. Il est parti sur Valorant à l'époque en n'y connaissant absolument rien. Lui-même a appris avec ce côté, ok, je vais avoir envie d'apprendre. Et je trouve qu'il fait le pont parfait entre les générations. Donc, quand on parle à des seniors de Samuel Etienne qui se lance dans le jeu vidéo, qui commente, qui caste, qui joue lui-même, ça casse les représentations et on se dit ah ouais, je le connais, peut-être moi j'ai l'habitude de le voir sur la 3, mais peut-être qu'en fait je vais le voir autrement, je vais passer un moment différent avec lui, je vais commencer à m'intéresser à ce qu'il dit. Et je trouve que ça finalement c'est un rôle hyper important aussi dans le fait de donner envie et d'égayer la curiosité des seniors. Merci. Qui se lance, qui rebondit? Allez-y. Allez. Je pense que ça va vraiment être dingue, parce que si déjà on a des seniors qui jouent, quand notre génération sera senior, ça fera déjà beaucoup plus de joueurs. Alors cependant, moi j'ai pas mal de personnes autour de moi qui me disent alors moi je joue pas, mais ton jeu ça a l'air d'être un truc sympa. Voilà. Donc il y a ce côté où beaucoup de notre génération, je dirais, jouer ados ou jeunes adultes, et après avec la famille, les enfants, on arrête de jouer bon voilà. Mais il y a des machines aussi qui donnent envie, comme la Nintendo Switch. Elle est à la maison, c'est facile à prendre, on peut essayer des trucs, et puis au final on retrouve les mêmes jeux qu'on avait quand nous-mêmes on était ados, genre Zelda. Voilà, donc je pense que ça va vraiment être dingue, parce que le marché c'est 187 milliards de dollars. Si en plus on a les nous qui devenons seniors, donc en fait il y aura après nos enfants qui auront des enfants, enfin ça va être un truc de malade. Et le seul truc, je pense peut-être je trouve que la VR est encore la XR de manière générale, enfin tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée est sous-exploité par rapport au fait, quand on essaie ce que c'est vraiment un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et là, avec le prix des casques qui commence à diminuer, je pense qu'il va y avoir quelque chose d'assez important aussi à ce niveau-là. Prédiction, donc ouais, plus de seniors sur de la VR. Bah ouais, c'est simple en fait, c'est super simple à utiliser, c'est hyper, c'est hyper prenant quoi en fait. Et sans forcément faire des trucs d'action, parce qu'il y a des trucs d'action qui sont comme partout, super bourrins, pas forcément intéressants, etc., où on se bat contre des trucs, mais ça on s'en fout. Mais il y a par exemple, ça fait depuis 2015 que tous les festivals internationaux, Sundance, Cannes, Berlin, Venise, ont une sélection de films en réalité virtuelle depuis 2015. Et ces films ne sont pas vus, et maintenant ce sont des expériences interactives, donc à la frontière entre le jeu vidéo et l'animation. C'est des trucs de dingue, mais vraiment c'est des trucs de dingue, personne les voit. Mais c'est vraiment des trucs il y a juste un public d'initiés qui est équipé, etc. Et ça, c'est une forêt d'utilisation, notamment pour les seniors. Enfin, c'est un truc super. Je rebondis là-dessus, du coup j'en profite. C'est vrai que je suis assez d'accord sur la VR, donc la réalité virtuelle.
dans le sens où, pour vous donner une idée, on parlait des blocages et des plafonds de verre par rapport à l'utilisation de la manette, des choses comme ça. La plupart des casques VR actuels qui sortent maintenant reconnaissent les mains. En fait. Donc reconnaissent vos doigts, vous passez votre main devant votre casque, vous voyez votre main à l'intérieur du jeu. Et vous pouvez bouger vos doigts, vous pouvez saisir quelque chose. Voilà. Donc ça a un potentiel. C'est vrai que c'est très sous-exploité, d'abord parce que c'est beaucoup plus compliqué à développer, j'imagine. Enfin, je ne suis pas du côté technique. Pas forcément. Pas nécessairement. Pas forcément. Alors je me trompais là-dessus. Et le deuxième obstacle qui est en train de se lever, effectivement, c'est le prix. C'est que ça a été pendant très longtemps des technologies très chères. C'était un investissement pour tester quelque chose sur lequel il n'y a pas encore énormément de jeux. Et voilà, donc ça va commencer à se démocratiser. On commence à avoir des casques aux alentours de 200-300 €, ce qui est, entre guillemets, vraiment grosse guillemets, raisonnable par rapport à une console actuelle. Voilà. Et puis pour rebondir donc, du coup, sur l'âge, sur l'évolution des gamers, on l'a un peu dit déjà, mais c'est vrai qu'on est la génération qui a grandi avec les jeux vidéo. On est la première génération... je parle des quadragénaires, on va dire, qui ont connu, qui sont nés à une époque où le jeu vidéo commençait à exister, qui ont grandi avec ça, qui ont eu des enfances, des adolescences avec ça, qui ont arrêté ou non en fonction de leur temps libre, hein, déjà, tout simplement, parce que voilà, on est quand même beaucoup à être confrontés à ça. Tout le monde n'a pas la chance de faire profession du jeu vidéo et donc de pouvoir jouer au travail ou tester des jeux au travail. Voilà, donc ça va arriver. On n'est pas à l'abri qu'il y ait le phénomène inverse, c'est-à-dire que la génération qui arrive, des futurs enfants maintenant, se désintéressent, eux, du jeu vidéo, passent à autre chose, je ne sais pas quoi encore, mais peut-être un autre type de média, ou peut-être des jeux vidéo faits d'une manière différente, ou des interfaces différentes. Il y a plein de choses, c'est très enthousiasmant parce que le jeu vidéo, c'est un des médias qui est le plus c'est en ébullition actuellement, c'est en évolution technique, en évolution en termes de démocratisation aussi des appareils. C'est aussi en crise, il faut le dire, on n'oublie pas de le dire. Donc on ne sait pas non plus de quoi l'industrie du jeu vidéo elle-même sera faite dans 10 ou 20 ans. Parce qu'on est quand même dans une période de grande difficulté de pas mal de sociétés, y compris les plus grosses. Je ne parle même pas des petits et des moyens studios. Mais voilà, donc on va voir ce que ça donne. Moi, je pense, si je dois vraiment parler à titre personnel, je pense que dans 20 ans, je jouerai encore. Je pense que dans 20 ans, je serai même en train de rattraper le retard que je suis en train d'accumuler sur les jeux qui sortent. C'est vrai. Il y a beaucoup trop de choses à tester. Mais on verra. Et en tout cas, j'espère que je continuerai à jouer une fois la retraite arrivée. Convenant de passer en dernier, c'est qu'on se fait même piquer sa blague sur le fait que j'attends la retraite pour pouvoir jouer à tous les jeux que je ne peux pas jouer. Bon, alors, sans vouloir paraphraser tout ce que vous avez dit, oui, moi je crois beaucoup au lien intergénérationnel, au fait des grands-parents qui jouent avec les enfants. Jouer ensemble, il y a quand même peu d'activités aussi plaisantes à faire entre humains. Cette idée de grands-parents jouant avec leurs petits-enfants, partageant peut-être des titres auxquels ils ont joué eux-mêmes enfants, ça c'est vraiment quelque chose qui me motive beaucoup. Et peut-être une dernière chose sur cette possibilité sans limite qu'offre le jeu vidéo, c'est d'être quelqu'un d'autre. Je crois que tous les joueurs dans la salle, on a cette expérience où on est quelqu'un d'autre. Alors, on peut être un chevalier, une guerrière, un pilote automobile, n'importe quoi, mais on est quelqu'un d'autre. Et ça se fait en s'oubliant soi. Et peut-être que ce ne sera pas désagréable d'oublier son âge quelquefois, comme on peut oublier son handicap, oublier qui on est, en faire abstraction. Et ça aussi, je pense que ça peut être aussi intéressant, tout simplement de pouvoir jouer avec le monde entier, avec toutes les catégories sociales, toutes les classes d'âge. C'est déjà une expérience que vivent énormément de gens en ligne, et plus elle s'étendra, mieux ce sera. Et du point de vue de l'adaptation de l'offre elle-même, dans 20 ans, comment vous voyez l'offre s'adapter? Comment vous voyez, je parle de l'offre aussi bien de jeux vidéo lui-même, mais aussi au niveau des médias. Est-ce que vous arrivez à vous projeter sur comment on parlera aux seniors gamers dans 10 ou 20 ans? Moi, je parie un peu sur l'histoire interactive. C'est un peu un objectif, en fait, c'est d'avoir ce côté où on produit un contenu qui est la frontière entre un film et un jeu vidéo,
où en fait on se laisse porter par une histoire, une ambiance, un environnement, et des fois on a la main. En fait, on fait certains choix. Et c'est un peu ce genre de, mais on en est loin parce que, enfin, on parlait aussi de la VR tout à l'heure. Le problème de la VR aujourd'hui, c'est que c'est mal financé. En fait, c'est pas plus compliqué de faire un jeu VR. Les casques baissent, il y a pas mal d'offres, mais en fait, c'est pas assez bien financé. Et aujourd'hui, arriver avec une histoire interactive. Non, ça, il y aura pas, c'est pas finançable, voilà. Mais et après, peut-être aussi le fait d'avoir des jeux moins longs, peut-être qu'au final, le public c'est pas qu'il se lasse vite, mais il y a ce côté où les jeunes passent d'un contenu à un autre assez rapidement, donc. C'est vrai que faire des jeux de plus de 10 heures, voilà, c'est peut-être. Ouais, mais nous, de toute façon, on peut pas faire des jeux de plus de 10 heures, donc donc c'est voilà. Mais je sens bien un truc comme ça en fait, voir comment ça bouge en ce moment en fait. Voilà. Et vas-y, tu voulais rebondir. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le jeu vidéo, c'est que les nouveautés, les nouvelles façons de jouer, les nouvelles expériences, elles effacent pas les précédentes. Et on continue à avoir des jeux basés sur des mécaniques qui sont celles de la création du jeu vidéo dans les années 70. On continue à jouer à des jeux en 2D alors qu'on fait de la 3D temps réel ou de la VR. Donc il y a cette idée que ça se cannibalise pas et que ça efface pas, et que on peut toujours jouer à une diversité d'expériences qui est sans fin aujourd'hui. En fait, il y a vraiment un nombre de genres de jeux, de styles, d'écriture et de façons de jouer qui sont sans fin. Et donc pour revenir à ta question sur le futur du jeu vidéo, ce que je trouve fascinant, c'est que je suis certain qu'il y aura des nouvelles formes de jouer que je suis tout à fait incapable d'imaginer. Mais ce qui me fait plaisir aussi, c'est que ça n'effacera pas les formes de jouer auxquelles, par exemple, moi j'aime jouer sur des jeux qui font bien plus de 10 heures et auxquels je pourrais sans doute continuer à jouer avec, j'espère, des nouvelles propositions. Est-ce que dans les médias, est-ce qu'il y aura des médias spécialisés pour le gaming senior? Est-ce qu'il y aura il y aura une quotidienne de la photo-jeu vidéo, plusieurs fois par jour même? On espère. Une chaîne gaming, enfin spécialisée gaming senior, dans un sens, j'espère que non, parce que ça voudrait dire que ça reste une niche et un truc trop spécifique. Moi, ce que je voudrais bien, c'est que de plus en plus, on puisse parler de jeux vidéo à tout le monde dans des cadres. Et voilà, moi, mon rêve à titre perso que je partage, c'est qu'on fasse le Masque et la Plume, qui est une version jeu vidéo du Masque et la Plume toutes les semaines. Ce serait trop bien. Quelle bonne idée. Mais, voilà, je milite pour ça ardemment. Ah ouais. Pour moi, symboliquement, ce serait, ça y est, enfin, on est à côté des autres pratiques culturelles et des autres. J'arrête pas avec ce mot de pratique culturelle, c'est pas bien. Mais voilà, on serait à égalité avec le cinéma, le théâtre. Les autres arts. Les autres arts. Art, c'est vrai que c'est un mot que je n'utilise pas. On parle bien du 10e art. Exactement, ouais. Et voilà, c'était à peu près tout. Non, je pense, de toute façon, ça va prendre de plus en plus de place dans les médias. Je sais qu'à France Inter, on fait déjà beaucoup plus de sujets en dehors de ma chronique et en dehors des émissions dédiées, comme peuvent l'être Blockbuster, par exemple, l'été. Voilà, on commence à en parler de jeux vidéo dans les journaux, on commence à en parler dans des émissions comme le Téléphone Sonne ou comme Grand Bien vous fasse. Voilà, ça va se faire sa place petit à petit. Je suis quelqu'un de patient et d'optimiste. Donc, moi, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que j'essaie de creuser une place sur le jeu vidéo sur France Inter et on y arrive petit à petit. Et je ne doute pas qu'on y arrivera sur d'autres médias aussi, évidemment. Merci beaucoup à tous les quatre. On a un peu de temps pour prendre des questions, s'il y a des questions dans la salle ou des réactions. Oui, il y a des questions dans le chat aussi. Alors, on va prendre questions dans la salle et après dans le chat, du coup. Est-ce que... Alors, j'ai une question pour Elliot et pour Émeric par rapport au jeu de Dordogne. On a beaucoup parlé du lien intergénérationnel et je voulais aborder la question de la place du patrimoine et de la transmission du patrimoine, parce que quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est que Dordogne a été entièrement traduit en occitan. Je voulais vous transmettre une anecdote. Il se trouve que je connais la personne qui gère l'Institut d'études occitanes en Drôme, qui se trouve être ma belle-mère.
et qui est une personne très anti-jeux vidéo et qui, l'an dernier, justement, à la sortie de Dordogne, nous a appelés en nous disant j'ai un jeu vidéo, je n'y comprends rien, mais je veux en parler dans le cadre de l'association Occitane. Et du coup, on a pu faire ce jeu entièrement en occitan avec elle. Alors, c'est pas le même occitan, mais c'est suffisamment proche. Et du coup, je voulais savoir si, donc soit au niveau des ateliers, quelle est la place de cette transmission du patrimoine entre les personnes âgées et les autres joueuses et joueurs, et du point de vue du jeu, est-ce que vous avez eu de l'impact à la réception au niveau patrimoine là-dessus? Alors, pour en revenir sur l'occitan, c'était un peu... L'idée, c'était de faire un... Enfin, c'était marrant à dire comme ça, mais un peu un cadeau à la région de Nouvelle-Aquitaine. Qu'en fait, le président de la région, Alain Rousset, les langues régionales, c'est un truc qui lui tient vraiment à cœur. Donc, et nous, ça fait 10 ans qu'on est en région, on a été vachement aidés, en fait. Et donc, on s'est dit que justement, quoi de mieux qu'un jeu vidéo pour promouvoir, en fait, une langue régionale. Donc, on s'est dit, on va faire une version en occitan. Voilà. Et en plus, on a été soutenu par l'OPLO, l'Office public de la langue occitane, hein, pour faire ça. Et c'était un peu cette idée-là, mais je ne savais pas que c'était sorti de la zone de l'OPLO qui va jusqu'à Toulouse, je crois. Je ne savais pas que c'était... Ça, c'est marrant, ça. C'est très drôle. Mais je le dirais, du coup, à l'OPLO, savoir... Et après, au niveau du patrimoine... il y a, en fait, comme le dit très bien Cédric, c'est pas une carte postale. On n'a pas voulu faire une carte postale. C'est une histoire qui se passe en Dordogne, voilà. Et donc, il y a indirectement des références patrimoniales parce qu'il y a plein de lieux, quoi. Il y a le marché de Sarlat, il y a le château de Bénac, il y a plein de lieux qui sont, et des lieux un peu plus cachés aussi, qui sont directement des lieux qui existent. Et donc, ça fait un lien du coup direct avec le patrimoine que remarquent les initiés. Et donc, en fait, il y a cette approche patrimoniale, mais qui est indirecte, mais qui est là. Pour rebondir, c'est vrai que sur Dordogne, directement, on n'a pas réellement expérimenté l'intergénérationnel. On en a eu que très peu. C'était le lancement du Silver Play Lab. On a eu de l'intergé à travers les thérapeutes qui mettaient en place les ateliers, mais finalement, on n'a pas poussé jusqu'à mettre des jeunes et des vieux dans une salle pour jouer à Dordogne. Ce sera peut-être une des perspectives. Par contre, j'en suis convaincu parce qu'on a des seniors durant les ateliers qui réagissent, qui alimentent avec des anecdotes, avec de la réminiscence, avec des notions historiques, bref, plein de connaissances. Donc ça, j'en suis convaincu. Et pour le coup, par contre, si je dois transférer et transposer à un autre jeu, on a pu le tester par exemple sur GeoGuessr. Et là, on voit à quel point il y a de la transmission. On est sur presque un principe de communauté apprenante. On a des jeunes qui arrivent avec l'envie de transmettre de nouvelles notions plutôt sur le numérique. Et on a des seniors qui arrivent avec l'idée de transmettre des nouvelles notions historiques, littéraires, bref, culturelles de manière très large. Et GeoGuessr, ça m'a... J'aime bien toujours voir plus loin et toujours pousser au plus provoquant. Et je me dis, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des cours de géo avec l'éducation nationale et mettre des jeunes et des vieux dans une pièce et on joue à GeoGuessr et on a des cours de géo, en fait. On apprend, on découvre, on transmet. Alors, des cours d'histoire aussi, parce qu'il y aurait peut-être des dates derrière. Mais je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à y faire parce qu'on a vu que ça marchait, en tout cas. Sur ce jeu-là, ça marche. Je vais désormais me faire voix du chat, du coup, pour poser quelques questions. Tout d'abord, je tenais à vous remercier au nom du chat qui a trouvé la table ronde très intéressante et avec notamment beaucoup de points de vue très passionnants. D'ailleurs, on en a même qui écoutent la photo jeu vidéo dans le chat. Merci le chat. On a du coup une question déjà, je pense plus qui va être pour Vincent, de la part d'un senior de 63 ans. Enfin, du coup, moi, je vais le définir comme senior, mais qui justement voulait savoir à quel âge on définit le terme senior, nous, à Silver Geek. Chez Silver Geek, historiquement, c'était senior égale retraité. Donc, ça a eu été 65 ans. Et au fur et à mesure où on a fait évoluer le projet, où on a été de plus en plus
Au départ, on était très présent en EHPAD, en résidence, en allant de plus en plus dans les centres sociaux pour aller aussi chercher des seniors qui sont encore à domicile. On a de plus en plus de jeunes seniors, jeunes retraités de moins de 65 ans qui ont participé aux ateliers, certains de moins de 60 ans. Nous, on reste sur plus de 60 ans aujourd'hui et je crois que dans le monde du travail, senior, c'est à partir de 55 ans ou 50 ans. C'est 45 dans les entreprises. Et merde. Ça pique. Nous, en tout cas, alors ça dépend peut-être des entreprises, mais moi je me souviens à une époque, déjà 45 ans, nous étions considérés donc dans les seniors, nous étions seniors à 45 ans. De la retraite, je pense. C'est peut-être pas vrai partout, mais après... Une autre question dans le chat. Oui, du coup, il y avait aussi une autre question. Donc là, ça concernerait plus sûrement Emmanuel et Émeric. À quel degré d'effort de développement qui est consacré pour justement l'accessibilité, notamment du coup pour des publics plus âgés ou moins familiers avec les jeux vidéo Disons que nous on a fait pas mal d'efforts en fait sur la partie qu'on appelle le testing et le QA qui est le quality, ça s'appelle le quality assurance, donc encore pour les mots anglais, mais c'est vraiment l'assurance qualité, quoi. C'est-à-dire qu'on a des équipes qui testent, qui retestent, et puis moi après je suis Ubisoft, je me doute. Voilà, c'est une étape essentielle en fait qui permet de voir déjà si les jeux fonctionnent bien, mais aussi si les jeux en fait est bien compris, est bien vu, etc. Donc c'est un travail qui est fait de manière générale pour l'ensemble des publics. Alors pas spécialement effectivement à l'échelle de Dordogne pour les seniors, mais après c'est toujours cette notion d'accessibilité, quoi. Il y aura effectivement pour notre prochain jeu, on a prévu d'avoir un module d'accessibilité pour grossir les polices, ce genre de choses, pour grossir les textes, etc. Et puis mais d'autres ou un autre projet qu'on développe pour des personnes qui auraient des problèmes avec les couleurs. On a trouvé une certaine façon en fait d'assembler les différents éléments. Et je dirais que c'est plus un souhait empathique qu'on a par rapport aux joueurs, de manière générale, à ce que on rentre dans le jeu de manière souple, qui est appliquée en ce moment. Et chez Ubi, on a, je crois l'avoir dit, on a un département dédié, une équipe dédiée depuis 2017 à cette question-là. C'est vraiment central dans le développement des jeux. En essayant vraiment de traiter tous les cas, donc d'être le plus complet possible. Donc on assume de vouloir avoir un rôle de pionnier sur ces questions-là pour toute l'industrie. Donc il y a ça, et ça va même plus loin, c'est-à-dire que c'est vraiment une idée d'un parcours au-delà du jeu lui-même. C'est-à-dire que si dans notre communication, dans notre marketing, si par exemple vous venez sur le stand d'Ubisoft à la Paris Games Week, il y a des pods de jeux accessibles PMR, des interprètes en langue des signes, tout ce qui se passe sur nos scènes est là aussi traduit en langue des signes. Le stand est entièrement accessible. Enfin voilà, c'est vraiment une démarche globale et centrale dans notre façon de faire les jeux. Merci beaucoup. Il y a une question de Jean-Pierre. Je viens à toi, Jean-Pierre. Oui, je voulais m'excuser auprès de notre ami de France Inter. Moi, je me réveille avec la météo et Morin, donc sa chronique, c'est un peu trop tôt, mais il faudra que j'écoute le podcast. Donc, en fait, vous avez fait le lien à plusieurs entre les différents arts, hein, comme on l'a dit, et il y a quelque chose qui fonctionne bien et qui plaît aux seniors, c'est les biopics, que ce soit en matière écrite ou en matière cinéma, hein, ils marchent plutôt très bien. Donc je me demandais si effectivement ça peut pas être une voie qui attire les seniors, c'est-à-dire d'avoir des jeux où on va vivre la vie de quelqu'un de connu, voilà. Et j'irai plus loin, parce que là je viens de réaliser un livre sur la vie de mon père, là, qui me bat largement
au bowling, parce que là on joue à 4 générations avec la petite fille, là. C'est toujours lui qui gagne. Donc je me disais, avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'on ne peut pas, en se projetant dans 20 ans, quelque part, est-ce que ma petite fille ne pourra pas vivre la vie de son arrière-grand-père en jeu vidéo, parce que on aura pris le texte et qu'on l'aura traduit. Voilà. Donc est-ce que le biopic, dans un premier temps, sur des personnages connus, ça ne peut pas être une piste, et puis à plus loin, avec l'intelligence artificielle, vivre la vie d'un de ses ancêtres? Alors, c'est deux sujets très intéressants. Alors, le biopic, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai. Je sais pas. Oui, bien sûr. Oui, c'est une bonne idée. Enfin, quelqu'un qui a une vie passionnante, mettre en scène sous différentes époques. Oui, pourquoi pas? Alors après, l'intelligence artificielle et revivre la vie de son grand-père. Bon, alors je sais qu'il y a des sociétés aux États-Unis qui font un truc où en fait on vit avec une. En fait, on passe tous les jours avec une intelligence artificielle pour qu'après elle puisse permettre de répondre à des questions. Enfin, une fois qu'on n'est plus là. Donc on n'est pas loin du truc avec les moteurs de jeu qui font la réalité, enfin du photoréalisme. Voilà, qu'à voir les dernières démos de Unreal 5, on voit que la qualité du... Oui, peut-être, ouais. Mais monter une boîte, allez-y. Pic, c'est intéressant parce que le jeu vidéo a beaucoup fait faire revivre des périodes historiques ou des événements, mais très peu incarner des personnages célèbres. Je pense à Assassin's Creed, typiquement, où on a énormément côtoyé des personnages célèbres, mais vraiment ne faire que passer, que quête de passage dans les événements qu'il y a autour. Et ouais, pourquoi pas. Je sais pas s'il y a un blocage particulier en fait dans le jeu vidéo là-dessus. Peut-être une question de droit ou des choses comme ça, mais c'est peut-être une question de liberté du joueur aussi, parce que si on incarne un personnage célèbre, ça veut dire qu'on lui fait faire autre chose que ce qu'il a fait vraiment. Mais on incarne déjà Messi dans des jeux de foot. On peut prendre ce rôle-là. Mais oui, effectivement, tu citais Assassin's Creed. Dans Assassin's Creed, donc, qui sont des jeux qui se déroulent dans différentes périodes historiques, on rencontre des personnages historiques, décidément. Ça arrive aussi. Aussi. On rencontre des personnages réels, Léonard de Vinci, par exemple, Robespierre. Mais oui, l'idée étant que le joueur, lui, incarne un personnage fictif pour justement garder sa liberté. Ceci dit, dans le prochain Assassin's Creed, pour la première fois, il se passe dans le Japon médiéval et on jouera un personnage qui a vraiment existé, qui s'appelle Yasuke, qui a été le premier samouraï noir. Et donc c'est la première fois qu'on va... D'ailleurs, oui, je suis en train de réaliser que c'est pas un biopic, mais on va incarner un personnage réel. Voilà. Pas de Jacques Chirac Simulator, par exemple. Pas dans l'immédiat. C'est une excellente idée, mais laissez-nous le temps qu'elle mûrisse dans notre esprit. Voilà. Corrèze, pomme, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Déjà, merci pour votre intervention. On parlait d'accessibilité et puis aussi de liens intergénérationnels. Nintendo, ça a toujours voulu se donner une image très grand public, très intergénérationnelle. Oui. Aujourd'hui, je sais que si j'ai des petits cousins, ils peuvent se mettre sur Mario Party, sur Mario Kart, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'aujourd'hui, pour un public du coup de seniors, c'est des jeux qui sont encore assez accessibles pour que des gens qui n'ont jamais joué, au-delà de Wii Bowling, je pense du coup aux autres jeux qui sont aussi beaucoup joués actuellement par les jeunes sur Switch, on peut citer Mario Kart, Ultimate, Smash Bros Ultimate qui a encore une scène compétitive et Splatoon par exemple. Est-ce que c'est des jeux qui pourraient être joués du coup par des seniors qui n'ont jamais joué avant? Et est-ce que du coup ça pourrait favoriser un lien avec par exemple les petits-enfants qui viennent jouer, etc. Parce que c'est encore des jeux auxquels eux ils jouent aussi? Oui, mais vraiment. Enfin, de mon point de vue, nous on aime vraiment, on va dire cette cible familiale. Et on trouve que, on admire en fait ce que fait Nintendo tout le temps, de A à Z, autant des appareils, des consoles, de la praticité de
de tout, comment on range les manettes, comment on le met sur une grande télé juste en mettant sur un dock, et puis tous les jeux sont super accessibles, mais en même temps, il y a plusieurs niveaux d'accessibilité. C'est-à-dire qu'il y a celui qui veut vraiment jouer, il y aura plein de trucs pour jouer dedans. Et puis après, derrière, il y a toujours quand même un concept d'histoire en fait, qui est toujours là. Et puis on peut très bien regarder quelqu'un jouer, c'est déjà super. Enfin, voilà, pendant des années, ma fille m'a regardé à jouer à Zelda, et maintenant, je peux plus toucher la manette, mais bon, voilà. Moi, je voulais rebondir parce que finalement, c'est l'essence même du Silver Play Lab. C'est de se dire, on teste presque n'importe quel jeu. Alors même s'il y a une sélection en amont sur les jeux qui seront testés, c'est l'essence même. C'est de se dire, n'importe quel jeu, on va le tester pour voir s'il est accessible. J'en ai cité quelques-uns, mais l'année dernière, alors c'était pas dans le cadre du Silver Play Lab, mais on a testé Ring Fit Adventure, qui aujourd'hui fonctionne auprès d'un public senior, alors qu'on pourrait se dire en plus de ça, c'est un exergame, c'est assez intense, il y a une pratique intensive, etc., très physique. Au final, c'est accessible. Voilà, je sais qu'il y a du Mario Kart qui est fait avec des seniors régulièrement. Voilà, c'est des jeux qui sont relativement accessibles. Après, quand on parle d'accessibilité, ça demande qu'il y ait presque une tierce personne, en tout cas, qui vienne avec peut-être la petite astuce en plus. Voilà, l'exemple du bowling, de temps en temps, on passe par la petite astuce supplémentaire qui va rendre vraiment le jeu accessible. Parce que si j'ai pas l'habitude, si j'ai des petites difficultés au niveau sensoriel, au niveau physique ou autre, faut que ça passe par une adaptation supplémentaire. Mais en tout cas, nous on part de ce postulat. Presque tous les jeux finalement peuvent se destiner à un public senior. Juste pour compléter, ce qui a fait défaut par exemple dans Untitled Goose Game, c'est pas forcément l'accessibilité ou la technicité du jeu, mais c'est que déjà les seniors étaient perturbés par le fait d'incarner une oie, parce que c'est vrai que c'est pas courant d'incarner. Il y a pas mal de jeux où on incarne des animaux au final, mais ils étaient perturbés par ça. Et deuxième chose qui est ressortie, c'est quoi le but ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et en fait, il faut juste foutre le bordel dans le village. C'est ça le but. Et il y a ce côté, effectivement, je pense que c'est l'influence des puzzle games, etc., où il y a un côté quête à achever, etc., dans lequel ils ne se sont pas vraiment retrouvés sur les premiers ateliers. Ouais, on en revient au sens que l'on donne à l'atelier. Généralement, il y a deux facteurs dissociables qui peuvent expliquer la réussite d'un jeu. C'est que ils y voient un intérêt pour eux, personnellement, ou ils y trouvent du sens à l'intérieur. Parce que l'histoire va être simple, parce que ça va leur parler, parce qu'ils comprennent le jeu en lui-même. Donc des fois, il y a des jeux où l'histoire est complexe, mais ils y voient un intérêt pour leur santé. Et à ce moment-là, je sais que Ring Fit, par exemple, si je caricature, il y a certains seniors qui ne comprenaient pas toujours tous les mini-jeux. Mais par contre, ils voyaient à quel point ça leur faisait du bien au niveau de la santé cardio-respiratoire, physique, cognitive, sociale. Et donc, ils venaient plutôt pour ça. À l'inverse, Dordogne, on y vient parce que l'histoire me plaît, parce que c'est un film, parce que je veux savoir ce qui se passe dans le chapitre d'après. Parce que c'est beau. C'est beau. C'est beau. Merci. Il est très beau. Et effectivement, voilà, UGG, ça a été un peu plus complexe de ce côté-là parce que c'était moins porteur de sens, ils y voyaient moins d'intérêt. Il faut dire que c'était testé en même temps que Dordogne et du coup il y avait forcément un effet de concurrence et les seniors demandaient à rejouer à Dordogne plutôt qu'à UGG, mais en tout cas ça ramène ce côté sens, il faut que je comprenne pourquoi je suis là. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on conclue cette belle journée ? Non ? Merci beaucoup à tous les quatre, c'était hyper intéressant. Merci.